Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle chaîne secondaire La Caverne du Noumen, dédiée au React. Voilà, je vais upload plus régulièrement, vous allez voir ma tronche plus souvent. Ça va être l'occasion pour moi de faire des contenus un peu moins travaillés, un peu moins montés, un peu moins écrits. Voilà, ça va réduire ma charge de travail. Et pourtant, je vais avoir l'occasion de parler de trucs intéressants, parler de sujets divers liés à l'économie, à la politique. Et alors le sujet d'aujourd'hui, c'est le React, un best-of d'un stream de Arthur Perticoz qui lit un article sur les performances financières de Riot Games. Alors Arthur Perticoz, c'est un entrepreneur français dans le domaine de l'e-sport. Il a travaillé et a été au capital de la Carmine Corp. La Carmine Corp, c'est ce club d'e-sport fondé par Kameto, Kamel, et dont le jeu principal est League of Legends. Voilà, c'est ce qu'il a fait connaître. C'est un club super connu en France. Et Arthur Perticoz, voilà, il travaille en tant qu'entrepreneur dans ce domaine. Et dans cet article, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes à dire sur le plan politique. Alors Arthur Perticoz, il en fait une analyse business, financière, mais je vais m'en servir d'un prétexte pour rebondir dessus, pour parler des aspects plus politiques induits dans cette performance financière de Riot Games. C'est parti. Alors, Riot Games 2024, année record. Année record 2024 pour Riot Games, 434 millions de dollars de bénéfices, 603 millions de dollars de dividendes. Mehdi, toujours le premier sur les chiffres. Un an après les licenciements massifs, la filiale européenne de l'éditeur de League of Legends a annoncé des résultats financiers remarquablement solides, versant un dividende record de 603 millions d'euros à sa société mère. En janvier 2024, le PDG a annoncé une restructuration majeure. 530 postes supprimés, soit 11% des effectifs. Dans sa lettre aux employés, il a reconnu que l'entreprise manquait de vision, que certains investissements n'avaient pas été rentables et que les coûts étaient devenus insoutenables. Le coût humain était bien réel et les résultats financiers allaient le confirmer. Les états financiers 2024 reflètent cette vision claire en matière comptable. Deux importantes pertes de valeur ont été comptabilisées. iPixel, acquis en 2020 pour développer Hytale, ok, et la LEC. L'entité qui gère la LEC a nécessité une injection de capital que Riot considère désormais comme irrécupérable. Lors de notre analyse des comptes de 2023, nous avions constaté un déficit cumulé de 53 millions. Au total, ces dépréciations représentent 170 millions d'euros de charges exceptionnelles. Ok. Réduction économique. Ça, c'est intéressant. Le sujet de la LEC, il est particulièrement intéressant, déjà parce que c'est comme ça que j'ai connu Arthur Perticoz. En fait, j'avais regardé à l'époque une vidéo de la chaîne Bienvenue au cabinet, qui faisait une analyse comptable du club Carmine Corp, et de ses déboires, ses différents dramas avec Prime et l'achat d'un slot LEC. Et j'avais regardé la réaction d'Arthur Perticoz, qui revenait sur ces débats, qui disait non, c'est faux sur ce point, c'est faux sur cet autre point. Et vidéo hyper intéressante, les deux. Et Arthur Perticoz qui a été chirurgical sur l'analyse business de son club. Mais il y a un point qui m'avait particulièrement frappé, c'était ce point de l'achat du slot LEC par la Carmine Corp. Alors, dans le débat entre Bienvenue au cabinet et Arthur Perticoz, ce qui était en jeu, c'est est-ce que c'était un bon investissement ? Et Arthur Perticoz disait oui, bah, la valorisation de la boîte post-monnaie est supérieure à la valorisation de la boîte pré-monnaie, donc c'est un bon investissement. Moi, c'est pas exactement ça dont je vais parler. Je vais essayer d'avoir un œil un peu plus méta et de parler de la notion même de slot LEC en fait. Si vous voyez pas de quoi je parle, League of Legends, c'est un jeu compétitif qui du coup a une ligue européenne, la LEC. Et la LEC, elle ne fonctionne pas d'une manière naïve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entrée en compétition en fonction de qui a performé le mieux dans la saison. C'est pas un tableau des scores des clubs pendant la saison et on dit ah toi t'es en haut de tableau donc tu participes à la Ligue européenne, toi aussi. C'est pas exactement comme ça. On dit de la LEC que c'est une ligue fermée. C'est-à-dire que Riot Games, il a un nombre limité d'emplacements pour la ligue évidemment, et on les appelle des slots. Ils sont déterminés par des contrats. Et Riot Games vend ces slots. C'est-à-dire que les clubs qui veulent participer à la ligue, ils ont dû acheter un slot pour y participer. Et ils ont dû en parallèle évidemment postuler avec un dossier de club, montrer qu'ils sont suffisamment performants pour que ce soit intéressant pour le show. Mais ce qui fait que maintenant, tous les slots LEC sont acquis par des équipes, il me semble. Et du coup, on se retrouve sur le marché secondaire. C'est-à-dire que si une équipe veut entrer en LEC, elle va devoir acheter son slot LEC à une autre équipe. Peut-être une équipe qui n'a pas suffisamment bien performé et que Riot ne veut pas laisser participer à la LEC, par exemple. Ce qui fait que Riot, du coup, participe à la financiarisation de sa compétition.
Alors pourquoi ils ont fait ça de base? Ils ont voulu s'inspirer des ligues fermées qui existent déjà dans le sport américain, comme la NFL par exemple. L'idée c'est que l'emplacement pour la compétition, le slot LEC, devient un actif financier sur, sur lequel on peut spéculer en fait, enfin sur lequel on peut investir plus que spéculer, parce que s'il n'y a que 10 emplacements, il semble c'est ça, donc c'est pas ouvert en bourse, donc on peut pas spéculer. Par contre, on peut investir dessus. Et du coup, ça fait que cette compétition, la LEC, ça fait un appel d'air pour les investisseurs qui a engrangé de l'argent pour la compétition League of Legends. Cette entrée d'argent a fait que les clubs, ils ont pu et ils ont dû se structurer professionnellement. Derrière chaque club, il faut une entreprise, ce qui fait que le club il doit aussi avoir un modèle économique fonctionnel pour pouvoir faire ses propres rentrées d'argent. Du coup, les joueurs, ils ont des contrats, donc ils sont protégés par le droit du travail. Et vu que c'est une économie stable, ça permet d'attirer les sponsors qui viennent encore rentrer de l'argent. Donc, c'était une intention extrêmement louable de financiariser la ligue et cet effet appel d'air des investisseurs par le slot LEC, ça a professionnalisé l'ensemble de la ligue. Mais maintenant, et je vais prendre l'exemple de la KC pour illustrer, ça fait le pari que la ligue elle allait croître. Parce que cet actif financier, pour que les investisseurs ils injectent de l'argent, c'est qu'ils estiment que l'actif va prendre de la valeur. Sauf que Arthur Perticos, dans la vidéo, il l'explique et les chiffres le montrent bien, League of Legends est un peu en perte de vitesse. Le marché est plutôt en croissance que ça. Et d'ailleurs, l'article là que vous avez sous les yeux, il cite un autre article qui fait l'analyse de la LEC. Et en fait, la LEC, sur ces dernières années, les dépenses opérationnelles ont augmenté et les rentrées en argent ont diminué. Ce qui fait que la LEC, c'est pour ça que l'article dit la LEC est considérée comme un mauvais investissement par Riot. Ils ont dû injecter du capital. La LEC, elle perd de l'argent. Voilà. Et le problème, c'est que l'actif financier slot LEC, il réagit mal face à cette stagnation, voire à cette décroissance. Parce que ceux qui possèdent le slot, ils vont pas vraiment le dévaluer en argent, parce que ça voudrait dire faire une moins-value. Alors ils préfèrent garder la main sur ce slot, qui, oui, ça hostage un peu, ça ferme un peu l'entrée en la ligue, mais ça fait les détenteurs des slots sont forts dans le rapport de force face au club, s'ils gardent la main sur ce slot, donc ils peuvent garder le prix haut. Et l'exemple que je vais prendre, c'est celui de l'AK-Corp. L'AK-Corp était, je sais plus c'était quand, c'était en 2023 il me semble, qu'ils sont devenus très forts, ils sont entrés en LEC. Mais pour entrer en LEC, il a fallu qu'ils achètent un slot. Alors ils ont acheté ce slot à Astralis, qui du coup voulait s'en débarrasser parce qu'ils avaient plus le niveau, il me semble que c'était ça, peu importe en soi. Mais du coup, l'AK-Corp n'avait pas les fonds. Un slot LEC, ça coûte quelque chose comme 10 millions d'euros. C'est un montant de fou furieux que l'AK-Corp, ok, ils performent bien, mais ok, ils ont des streamers, ils font des rentrées d'argent, mais 10 millions d'euros quoi. Et l'AK-Corp, elle a des gens à payer, elle peut pas se permettre, elle a pas les fonds propres en fait, pour se permettre ce genre d'investissement. Donc plusieurs alternatives, soit on fait un accord commercial avec Astralis, un échange de bons procédés, soit on fait un prêt à la banque. Alors je crois qu'il y a eu une histoire de prêt qui a été menée par Arthur, mais il y a aussi eu une histoire de structuration financière. En fait, Astralis et K-Corp, ils ont co-créé une troisième entreprise, une holding, qui possède l'entièreté des parts du slot LEC. Et tandis qu'au fil des ans, la K-Corp allait gagner des parts de cette holding, et donc gagner le slot LEC petit à petit, gagner la gouvernance dessus, Astralis allait rentrer petit à petit au capital de la K-Corp. Ok. Et c'est là du coup vient le débat, c'est que techniquement la K-Corp, elle est passée d'une valuation de 23 millions à 32 millions. Donc ils ont fait une plus-value monstre en achetant ce slot LEC. Enfin, je me souviens plus des détails, mais la conclusion d'Arthur, c'était ça. Mais là où j'ai envie de réfléchir, c'est... la K-Corp était suffisamment forte pour entrer en LEC. Et elle a dû faire une structuration financière pour participer à cette ligue. C'était obligatoire. Ils n'ont pas eu le choix que de faire une rentrée au capital d'Astralis. Alors, l'entrée au capital, elle s'est bien passée. Astralis, ils sont qu'à 25%, il n'y a pas eu de perte de gouvernance, mais dans une situation un peu plus difficile, imaginez Astralis super fort dans les rapports de force, parce que c'est eux qui ont le slot, ils auraient pu négocier une perte de gouvernance de Kamel sur son club, ils auraient pu négocier, eux, de ponctionner l'argent du club. La financiarisation
de la LEC fait que aujourd'hui les slots LEC sont trop chers pour les clubs puissent juste l'acheter. Et donc en fait, ça laisse l'entrée dans l'écosystème à des comportements prédateurs. Et c'est là qu'on voit que le capitalisme c'est pernicieux, c'est que dans une phase de croissance, ok, appel d'air des investisseurs, ok, on professionnalise très vite la ligue, mais maintenant qu'on est en phase de crise, ben le slot, ça devient un piège, c'est un piège financier. Et en plus d'un piège financier, on peut aussi se dire, les clubs, déjà avant ils devaient performer économiquement pour se financer, c'est normal. Mais maintenant, peut-être que les clubs ils auront de la dette pour rembourser l'achat du slot. Ou peut-être qu'ils ont de la dette parce qu'ils ont une redevance envers l'entrée au capital de la boîte qui a cédé le slot. Voilà, peu importe. Dans l'idée, les clubs peuvent se retrouver dans une situation où ils doivent surperformer économiquement pour cet accès au slot LEC. Ce qui fait que les intérêts financiers peuvent diverger des intérêts sportifs. On se retrouve encore dans une situation où la financiarisation détruit l'intérêt sportif pur de la ligue et met des intérêts économiques au centre. Il y a une centralité de la finance en fait. Et donc si demain vous avez un club e-sport qui performe bien en France, vous êtes pieds et poings liés. Vous êtes pieds et poings liés, vous n'aurez pas le choix que d'aller voir une équipe qui a un slot LEC et de négocier avec eux et de peut-être vous saigner économiquement. Et si vous n'avez pas les fonds propres et que vous êtes bon, ben tant pis. Et en plus, ça ne bénéficie pas à Riot Games ce système. Comme on le dit, la LEC est en train de saigner, l'appel d'air des investisseurs est fini en fait. Les investisseurs ils voient bien maintenant que le slot LEC il va pas augmenter en valo. Et du coup ils n'ont aucun intérêt à injecter de l'argent dedans. Donc économiquement, il n'y a plus de rentrée d'argent dans les clubs. Donc l'économie est en train de se tasser petit à petit. Finalement, personne n'est gagnant dans ce système en situation de crise. 530 postes, ça paraît un peu dérisoire par rapport aux économies, non? Bah, en fait, tout est une question du coût, de ce qu'on appelle le coût humain. Est-ce que virer 530 personnes pour faire 600 millions de bénéfices, c'est bien? En gros, d'une certaine manière, la réponse est ici. La réponse est ici, la marge nette. En gros, pour la faire courte, je pense que les directions de Riot a un objectif qui est de faire plus ou moins 24-25% de marge nette. Voilà, comme ça, vous le savez. Là, les coûts ont augmenté de manière importante, comme vous le voyez. Et je pense que le danger était que les 24% ne soient pas atteints. Il fallait atteindre les 24%, donc ils ont viré des gens. Voilà. Maintenant, c'est brutal quand même. C'est une folie quand même. C'est une folie. Sur un exercice comptable, la boîte a viré 500 personnes et a versé 603 millions de dividendes simultanément. Alors, pour fixer, en fait, pour atteindre un objectif financier, qui est la marge nette à 25%. Alors ça, c'est l'hypothèse de Arthur, bon, prenons-la pour argent comptant, mais c'est quand même une folie. Un indicateur de performance a forcé à verser un certain montant de dividendes et à forcer à une réduction des coûts, donc à virer des gens. Alors, il faut quand même apporter un peu de nuance, il nous manque beaucoup de variables. La marge nette, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pourcentage des dividendes sur les bénéfices. Voilà. Mais il nous manque le montant des bénéfices. Peut-être que Riot Games fait des bénéfices très faibles, et donc en fait que cette marge nette, c'est un montant dérisoire de l'ensemble du chiffre d'affaires. Et que les salariés sont très bien rémunérés. Peut-être après tout, hein. Je ne connais pas toutes ces variables. Mais ce que j'ai envie de souligner, c'est quand même cette énième politique d'austérité. En fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours l'austérité néolibérale qui règne. Une stratégie de réduction des coûts, mais on garde la performance financière. Alors après, peut-être que la performance financière, elle a un rôle. Dans son React, Arthur, il parle du fait qu'il y a Riot Games qui fait remonter l'argent à Riot Games Inc., qui possède Riot Games Ltd pour l'optimisation financière, et le tout remonte à Tencent. Et peut-être qu'en fait, c'est des flux financiers qui servent à équilibrer l'écosystème. Et ça souligne quelque chose dans le fonctionnement des giga-entreprises capitalistes, des grands groupes. Les grands groupes, ils font de la planification interne. C'est un truc de fou. Ils fonctionnent presque comme un État, en fait. Ils fonctionnent presque comme la société soviétique. Non, je rigole, mais tu vas avoir une entreprise qui fait des revenus, qui va être excédentaire largement, et tu vas avoir des entreprises qui sont déficitaires et qui apportent juste de l'activité de soutien, peut-être de l'activité transverse, de vente, de l'activité de marketing, etc., peu importe, ou de l'opérationnel.
Et en fait, grâce à ta structure financière, grâce à tes holdings, tout ça, machin, tu vas pouvoir faire bouger l'argent. Et en fait, ça va financer l'opérationnel déficitaire avec les revenus excédentaires où il y a moins de coûts. On est complètement sur de la planification. On voit certaines business units qui ont une certaine demande et on répond à cette demande en interne sans vraiment avoir besoin d'un marché. Parce qu'il n'y a pas de marché en fait, c'est des flux d'argent qui transitent directement, c'est vraiment un tableau comptable, c'est de l'informatique en fait. Il n'y a pas de marché en interne. La demande est remplie par l'offre d'une autre partie de l'entreprise. Je ne sais pas comment le formuler différemment. Ouais, c'est vraiment de la planification interne. C'est la thèse que je vous présentais. C'est les entreprises, quand elles deviennent trop grosses, ouais, elles planifient parce que c'est plus efficace. Acceptable. Les licenciements, vous vous souvenez 2024, hein, les licenciements étaient acceptables puisque tout le monde licenciait. Et le plus dur, c'est d'être le seul dans un domaine à licencier. Or, une fois que tout le monde licencie, bon, voilà, c'est brutal. C'est le grand capital, on peut le dire, pour ceux qui sont anticapitalistes. Ce genre d'élément plaide en votre faveur. C'est un entrepreneur capitaliste qui vous le dit. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est... L'anticapitaliste, il parle de moi. Non, mais son point, il est intéressant parce que, ouais, un licenciement, c'est extrêmement violent. Surtout, il a parlé de la vague de licenciements de 2023 chez Riot Games, il me semble, quelque chose comme ça, qui était une grande vague de licenciements assez draconique, où il y a eu des designers de skins, des artistes, qui étaient super plébiscités par la communauté, qui ont été virés, après avoir fait un travail monstre. Je crois que c'est le skin Harry, le skin super mythique, là, à 500 balles. Je crois que son designer a été viré, c'était peut-être pas ça, mais en tout cas, il y a eu des designers de skins super talentueux qui ont été virés et super plébiscités par la communauté. Et pareil pour certains game designers. Il y a eu des game designers de champions adorés par la communauté qui ont été virés. C'est... Ouais. Et quand t'es viré, en fait, surtout aux États-Unis, quoi, t'as pas de protection sociale, tu perds ta complémentaire si elle est payée par la boîte, tu dois vivre sur ton capital. C'est dur, hein, je pense, un licenciement aux US. Alors ok, c'est des anciens de chez Riot Games, ils vont avoir un CV béton, ils vont retrouver du job. Ok, mais c'est même chose pour d'autres entreprises, ça aurait été la même chose pour un Alstom qui ferme en France, par exemple. Quand t'es licencié, t'as des charges sur le dos, t'as un loyer à payer, t'as peut-être une famille à nourrir, tu peux peut-être pas bouger, tu peux peut-être pas rebondir sur d'autres jobs directs. Et ce qui me mène sur un point. Arthur, il dit, ouais, c'est le grand capital, il a raison, la Riot Games, c'est le grand capital, même si c'est du capital fermé. Oui, mais pour comprendre pourquoi c'est violent, il faut se demander qu'est-ce que c'est le licenciement sous le capitalisme. Dans le capitalisme, le travail, la force de travail, c'est une marchandise. C'est-à-dire que l'employeur l'achète. Il achète la force de travail sous la forme du contrat de travail, en échange d'un salaire. C'est comme si c'était un objet en fait, c'est comme si c'était une richesse produite, la force de travail. Elle est achetée aux travailleurs, aux prolétaires dans les termes marxistes, par l'employeur. Et du coup, elle est distribuée sur un marché du travail. Le match employé-employeur, il se fait sur un marché, avec compétitivité entre les employeurs et compétitivité entre les employés. Enfin, normalement, vous le savez. Maintenant, on observe un truc. Le marché est inefficace pour arbitrer le travail. On nous dit que le marché, c'est la meilleure méthode pour maximiser la rencontre entre l'offre et la demande. Pas dans le cas du travail. Pas dans le cas du travail. Riot Games vire des artistes. Il y a beaucoup d'artistes aux États-Unis qui sont sans emploi. Et aux États-Unis, il y a une demande en artistes qui est énorme. Il y a plein d'entreprises qui auraient besoin de graphistes. Il y a plein de gens qui auraient besoin de monteurs. Il y a une demande en artistes énorme aux US. C'est pareil pour mon job, l'informatique. Il y a plein d'entreprises qui auraient besoin de refaire leur parc informatique, qui ont besoin d'informaticiens. Et pourtant, il y a plein d'informaticiens qui sont sans emploi aux États-Unis. Alors on nous dit, ouais, c'est parce que il y a trop d'informaticiens sur le marché, du coup vous n'êtes pas recrutés parce que vous n'avez pas de la valeur. Je suis pas d'accord. Il y a plein d'entreprises qui auraient besoin d'informatique et qui ne peuvent pas recruter pour des raisons diverses, peut-être parce qu'ils n'ont pas assez d'argent.
Et là, si on sort de la vue de la société capitaliste, si on pense une société purement basée sur le travail, mais si on a un besoin d'une compétence X d'un côté et quelqu'un qui offre la compétence X de l'autre, mais on le fait matcher directement. Euh, et c'est là que vient la violence du licenciement. Le licenciement dans le capitalisme, c'est cet espace entre un emploi et le recrutement entre un autre emploi, où tu vis sur tes économies. Et tu essayes de trouver des jobs, machin. Alors, ok, on peut occuper son licenciement autrement. On peut lancer une boîte, on peut faire le tour du monde, se former, ok. Mais globalement, on essaie de trouver un autre job. Et parce que le marché du travail est inefficace, on n'en retrouve pas. On n'en retrouve pas et c'est une tension pour l'individu qui voit ses richesses diminuer, 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 diminuer. Et c'est une tension pour la société qui a de la force de travail à pourvoir, mais qui ne l'exploite pas. Oh, qui ne l'exploite pas, qui ne l'utilise pas. Voilà. Alors, prenons un exemple. Prenons l'exemple d'une société communiste. C'est extrême, mais ça va nous permettre de résoudre le problème. Dans une société communiste, ça n'existe pas, ça, par exemple. Si tu travailles à Riot Games au moment X, il faut comprendre que quand un produit est moins plébiscité, c'est normal de moins allouer de ressources dedans. Voilà. Le licenciement en soi, c'est l'objet licenciement de manière abstraite, c'est pas un problème. Si il y a moins besoin d'un bien ou d'un service, ben ouais, on va allouer moins de travail dedans, c'est normal. Et ce, peu importe le paradigme économique. C'est vraiment les conditions d'exercice de ce licenciement qui sont une violence, pas l'objet licenciement lui-même. Alors on a déjà expliqué comment ça se passait dans le capitalisme, dans le communisme. Imaginons que League of Legends, il y a moins de gens qui jouent, donc on va moins se mettre de travail. Et t'étais un artiste au moment X dans League of Legends, juste, tu vas arrêter de travailler à League of Legends. Et la planification centrale va t'allouer à un nouveau job. Voilà. Mais ça, c'est assez abstrait. Un monde communiste, c'est quasiment impossible à penser aujourd'hui. Une société sans classe, sans monnaie, sans État, c'est assez loin de nous. Par contre, on peut penser une transition, une version socialiste pour solutionner ce problème. On peut imaginer que quand tu perds ton emploi, ce qui est inexorable, parfois on alloue moins de travail à un endroit, il y aurait un service public de l'emploi qui indexerait toute la demande en travail, toute la demande en compétences. Tu viendrais t'y enregistrer, en fait tu serais enregistré de base parce que ce serait un service public, et directement on ferait un match entre tes compétences, ta force de travail directement disponible, et les besoins en travail dans diverses entreprises. Et c'est gagné. Et on peut même imaginer que ce service public, il lisse les risques liés au licenciement par un espèce de salaire de rebond ou que sais-je. On pourrait imaginer plein de détails d'implémentation. Alors certains d'entre vous vont me dire, ouais, ça existe déjà, c'est France Travail. Arrêtez de rigoler, France Travail, c'est une béquille. C'est une béquille qui fonctionne très mal, il n'y a pas d'emploi indexé dessus, ça ne fonctionne pas. Mais imaginez un registre informatique où les entreprises peuvent se connecter et lister leurs demandes en compétences, au lieu de se baser juste sur le marché. Elles listent leurs besoins de compétences ici, et du coup les sans-emploi pourraient se connecter à la même plateforme et dire, voilà, j'ai telle compétence, truc, machin. On fait un match et on passe des entretiens et tout serait automatisé, tout serait fluidifié et tout serait... comment on pourrait dire, tout serait lissé en termes de coûts en fait. Il y aurait plus cette aversion au risque du recrutement et il y aurait plus cette aversion au licenciement du fait que tu perds de l'argent. Jamais en tant que société, on ne se pose pour se penser ce genre de système. Pourquoi ? Et parce qu'on est matrixé par le capitalisme, le fait que le travail soit une marchandise, soit un capital, la force de travail soit un capital, et on est matrixé par le libéralisme qui nous dit non, mais il faut bien organiser tout en marché, y compris le travail. Mais on pourrait imaginer des systèmes plus efficaces. Surtout aujourd'hui, avec nos moyens informatiques, technologiques, on pourrait imaginer un système de match, un algorithme de mariage stable entre employé-employeur. Voilà. C'est ça le problème sous-jacent avec l'emploi et le licenciement. Il est exercé de manière violente dans le capitalisme, et il pourrait en être autrement. Putain, 10h42, ça vous sort la matrice BCG. Je comprends les gens qui m'insultent sur Twitter d'enculés de macronistes. Où est-ce que vous êtes, les gars? Non. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que l'analyse business et l'entrepreneuriat, ça n'est pas que réservé aux capitalistes. Ici, on analyse l'économie dans son ensemble et on sait que l'entrepreneur, il veut créer de la valeur.
C'est pour ça qu'on veut sortir du capitalisme, pour qu'il ait les conditions optimales pour cette création de valeur. D'ailleurs, la valeur créée par le travail, je le rappelle. Donc, il faut abolir la rente, donc abolir le capital. Voilà, c'est une petite piqûre de rappel au cas où vous n'ayez pas assez révisé vos cours. League est devenu un produit vache à lait. C'est-à-dire que c'est ultra rentable, c'est à maturité, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à avoir une croissance gigantesque du nombre d'utilisateurs, et c'est là où on voit qu'il y avait très peu d'investissement. Le jeu évolue, mais évolue pas énormément. Par exemple, c'est éternellement sur le même, sur le même client, etc., etc. C'était pas un produit star. Non, c'était un produit vache à lait. C'était un produit vache à lait de toute évidence qui milquait, parce que Valorant était censé être le futur produit star, et que c'est tout à fait ce qui s'est passé. Ils ont mis beaucoup d'argent dans Valorant, financé par le produit vache à lait. Ils vous diront que non, parce que en fait, dans des secteurs comme le jeu vidéo, tu peux pas assumer publiquement qu'un jeu est à vache à lait. Mais donc voilà, le produit était... Super intéressant comme analyse. Je suis tout à fait d'accord avec lui. D'ailleurs, je vous enjoins à regarder sa vidéo, hein, si vous êtes intéressé par le business. Il donne des très bons arguments. Surtout si vous aimez bien League of Legends, ça parle vraiment de la trajectoire, du développement du produit, des investissements, tout ça, c'est super cool. Et son analyse de la matrice BCG est très très bonne. Et là, il dit un truc intéressant. Riot voit que League est en perte de vitesse. Voilà, le marché n'est pas infini, hein, forcément. Ça allait arriver. Et ce qu'ils font, c'est que ils se servent des revenus vache à lait de League of Legends pour financer Valorant. Alors pourquoi? Parce que oui, League of Legends est en perte de vitesse, mais League of Legends, en absolu, c'est toujours un des jeux les plus joués du monde, qui rapporte toujours un max de revenus. Et Valorant a besoin d'investissement, parce que lui, il se projette vraiment comme un produit star qui va être futur moteur de Riot Games. C'est peut-être déjà le cas, en plus, je sais pas trop à voir, mais parce qu'ils ont peut-être un meilleur modèle économique que League, inspiré de CSGO avec ses casinos, bref, je sais pas trop. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que League of Legends sert à faire le revenu de Valorant. On est encore sur cette histoire de planification, c'est qu'on peut avoir des produits très excédentaires et des produits un peu excédentaires, voire même déficitaires dans leur stratégie de développement, où on fait de la R&D dedans. C'est peut-être le cas de Valo, je ne saurais pas vous dire, je ne connais pas les chiffres. Peut-être que Valo est largement bénéficiaire, hein. Mais en tout cas, League of Legends, ok, ils font des investissements dedans, mais ils peuvent plus aller gratter du marché. Par contre, cet argent, ils peuvent le mettre dans Valorant. Il y a encore ces histoires de transactions monétaires intra-organisation pour faire un effet écosystème. Parce qu'il y a plus de demandes à Valorant qui va pousser, alors on va se caler sur cette demande. On est encore sur cette logique de planification en interne en fait. On n'est plus sur de la compétition pure entre les produits. Les produits, ils se parlent entre eux. Oui, j'ai oublié de dire, en fait, ça pourrait se retranscrire dans l'économie concrète. Alors, l'économie concrète, Riot Games c'est dedans, mais je veux dire, on pourrait imaginer une société où il y a des secteurs à très haute productivité. Si on sort de l'économie capitaliste, hein, où tout est enfermé dans une entreprise, si on pense une économie socialiste par exemple, on pourrait imaginer que des secteurs à haut potentiel de revenus, comme, je sais pas, la vente d'armes en France. Bon alors peut-être mauvais exemple parce que c'est pas très très socialiste hein, la vente d'armes, mais imaginons... quel exemple on a le tourisme en France. Tourisme, très gros revenu. On pourrait imaginer que cette masse d'argent, au lieu d'être giga réinvestie dans le tourisme, elle soit par exemple réinvestie dans la culture qui offre des externalités positives au tourisme. Alors c'est déjà le cas hein, aujourd'hui avec les taxes liées à la culture, avec tous les financements publics liés à la culture, c'est parce que l'État français il sait déjà cet effet d'écosystème, il est déjà au courant. Il n'y aurait pas de tourisme en France si on n'avait pas des beaux bâtiments. Il n'y aurait pas de tourisme en France si on n'avait pas de l'art développé. Voilà, donc les revenus du tourisme sont redistribués au secteur de la culture pour créer ces externalités positives et en fait faire tourner l'économie. Et on pourrait imaginer ça pour plein d'autres secteurs de l'économie. En fait, on pourrait imaginer que les secteurs qui ont besoin d'investissement, parce que c'est l'avenir, donc peut-être l'IA, je sais pas trop, les infrastructures, peut-être refaire des centrales nucléaires, parce que là elles vont bientôt tomber en ruine, nos centrales actuelles. Mais on pourrait imaginer que nos secteurs tech les plus avancés, genre je sais pas, l'industrie du logiciel à l'international, servent à financer ces infrastructures publiques. Mais aujourd'hui, c'est pas trop le cas parce que les revenus ils sont condensés dans une même entreprise.
et que on a une peur bleue des impôts par les capitalistes, les capitalistes détestent l'impôt, qui permettrait ce genre de redistribution efficace. Je suis d'accord que l'impôt ça fait mal, je suis d'accord que l'impôt est mal utilisé, mais ce serait une nécessité pour faire cette redistribution et faire cette allocation dynamique d'investissement public. Donc je rappelle, on voit déjà l'effet intra-entreprise. Les entreprises font déjà ça. Les secteurs bénéficiaires, les produits vache à lait, financent les produits déficitaires, mais qui sont des produits dilemmes, en fait, des futurs produits stars. Donc voilà, vive la planification les amis. On continue. Le ZQSD. Oui, mais de toute façon, il y a plein de signaux. À quoi sert LOLNext? Le LOLNext, les gars, sert à deux choses. Le MMO. Le MMO, pour l'instant, il n'existe pas, donc il n'est pas dans ces catégories. Il y a deux objectifs à LOLNext. Enfin, il y a un objectif, c'est de faire de l'argent, c'est une entreprise. Mais il y a deux cibles à LOLNext. Il y a les nouveaux joueurs. Là, bah, tu veux du ZQSD, tu veux ce qui marche en ce moment. Du ZQSD. Est-ce qu'ils vont faire de la première personne? Je pense pas, ce serait délirant, mais bon, voilà. Donc tu ramènes du nouveau joueur. ZQSD, tu facilites l'intégration parce que le jeu est trop complexe, il y a trop de personnages, etc. Il faut faire un truc simple et accessible. Et Riot a une particularité, c'est qu'ils ont beaucoup d'anciens joueurs. Donc, il va falloir ramener les anciens joueurs. Donc, d'un côté, tu dois faire du Fortnite, en tout cas dans l'esprit, pour attirer la cible des Fortniters. Et de l'autre, tu dois ramener les anciens joueurs qui ont lâché l'affaire. Donc, on va voir. Ça, c'est super intéressant. Parce que ces deux intérêts, faire du Fortnite et ramener les anciens joueurs, ils sont contradictoires en apparence. Je sais pas si vous êtes des joueurs de League of Legends, moi je l'ai été, j'ai pique Emerald 3. Mais monsieur, oui, je suis à très high elo moi. Et en fait, dans ce genre de jeu compétitif, on veut de la complexité. Il a dit le jeu est trop complexe. Oui, c'est vrai, la barrière à l'entrée, elle est trop élevée pour les nouveaux joueurs. Mais par contre, ben, c'est ce genre de complexité qui fait émerger de la skill expression, c'est-à-dire un terrain d'expression organique des compétences. Tu peux apprendre des compétences sur League of Legends pour devenir bon au jeu et surperformer tes adversaires et augmenter dans les rangs. C'est l'objectif d'un jeu compétitif. Si vous avez jamais fait ça, c'est vraiment un feu tout à fait particulier qui brûle dans l'esprit, qui brûle dans l'âme, mais c'est extrêmement excitant comme truc, c'est super bien, c'est super amusant. C'est très stimulant individuellement, personnellement. Mais pour créer les conditions de ça, en termes de stratégie produit, il te faut un jeu un peu hardcore, il te faut un jeu un peu difficile qui a de la matière en fait. Et si tu casualises trop ton jeu, tu peux perdre cette complexité. Alors en vrai, c'est pas 100% contradictoire. On peut trouver des moyens de diminuer la barrière à l'entrée, mais augmenter le plafond d'expression. On dit que c'est low. Attends, c'est high ceiling et low floor. Voilà. Low floor, high ceiling en termes de skill expression. Comme ça, il y a une grande plage de compétences expressibles. Mais ça pose quand même la question de la stratégie produit. On est dans une société capitaliste. Riot Games va vouloir faire de l'argent. Donc mécaniquement, ils vont orienter le jeu vers une stratégie de casualisation. C'est obligatoire pour booster les revenus. L'initiative LOLNext, ça va être ça. Ça va pas rendre le jeu plus hardcore, plus niche, plus difficile à appréhender. Ça va rendre le jeu plus casu. Parce que c'est ce qui va leur rapporter de l'argent. Et là, c'est intéressant parce que... alors, ils vont essayer de ramener aussi dans d'autres anciens joueurs qui ont été déçus. Ils font beaucoup d'initiatives marrantes, League of Legends, là-dessus. Mais bref, ils vont être obligés de trouver le bon compromis entre le casu et le hardcore. Mais imaginons dans une société non capitaliste. On pourrait très bien imaginer que le produit League of Legends, ben, il n'est pas à se casualiser parce qu'il n'a pas d'objectif de rendement. On pourrait imaginer que c'est acceptable que League of Legends perde sa base de joueurs, mais il continue de garder son esprit, son âme de MOBA compétitif. Dans une société autre, ce serait une proposition acceptable. Mais c'est pas une proposition acceptable pour Riot Games, qui a une incentive financière à faire ce changement. Et alors évidemment, là, il y a d'autres complexités qui rentrent en jeu. Pour ce genre de jeu compétitif, il faut que toutes les saisons, il y ait des changements. Il faut que le jeu, il faut qu'il ait une dynamique. Un jeu compétitif, il ne peut pas rester le même avec les mêmes règles. Il y a une méta qui doit changer, et il faut une dynamique. Mais dans une société non capitaliste, une société socialiste par exemple, on pourrait imaginer une dynamique du jeu où ce sont les joueurs
les stakeholders, les parties prenantes, les différentes parties prenantes en fait du jeu. Ok, j'ai dit les joueurs, mais non seulement les joueurs, les développeurs, les game designers, voilà, tous les acteurs e-sport aussi, tous les acteurs de la scène League of Legends, qui décident ensemble d'orienter le développement du produit. Ça ferait une stratégie produit radicalement différente, parce que là, les règles du jeu, c'est ok, on a une demande League of Legends, on a la demande de nos joueurs, mais en fait, il y a d'autres joueurs casus qu'on pourrait aller prendre, et c'est une meilleure stratégie d'aller prendre eux, donc on bousille notre stratégie produit. Non, on l'oriente d'une certaine façon, mais qui va peut-être décevoir notre ancienne base de joueurs, mais qui va nous rapporter plus d'argent. C'est ça la stratégie actuellement. Donc voilà. La stratégie de développement produit, elle est intrinsèquement liée au mode de production qui le sous-tend. C'est comme ça. Des Fortniters. Et de l'autre, tu dois ramener les anciens joueurs qui ont lâché l'affaire. Donc on va voir. LoL Next est 100% axé pour faire du multiplateforme PC console. Ah bah, jouer à LoL sur console, j'ai hâte de voir. Mais on va voir, hein, tout est possible. Mais en tout cas, il faut attirer les nouveaux, enfin, attirer les nouveaux joueurs, les nouveaux gamers, et attirer les vieux gamers. Un Battle Royale LoL, annoncé par Arthur. Bah, ils ont tenté, hein, le mode 2v2, là. 2v2, v2v2, c'est une forme de Battle Royale. Tu trouves sur les joueurs console, c'est le plus rentable IMO. Attention, on dit ça, c'est pas qu'une question de rentabilité, faut que le jeu soit bien. Il y a une chose est sûre, je pense que on peut faire confiance à Riot pour être d'une certaine manière assez exigeant sur la qualité du jeu. Pas des gens qui sortent des merdes. Ça, c'est vrai. Là-dessus, je vais mettre de l'eau dans mon vin. Arthur a raison. Riot, c'est des excellents game designers. Ils sont très très forts. Il a parlé du mode Battle Royale. Le mode Battle Royale, le mode 2v2v2, voilà, le mode Arena, c'était un excellent mode de jeu. Dans le sens où il était très casu, il permettait de bien apprendre à manier un champion. Mais en même temps, il y avait un aspect pas compétitif, parce qu'il n'y avait pas de rang, et il n'y avait pas tout ce système-là, mais il y avait côté un peu stimulant d'expression des compétences. C'est vrai que Riot, on peut leur faire confiance, ils sont très forts et ils vont sûrement nous pondre des évolutions de League of Legends dans le bon sens, qui vont à la fois diminuer la barrière à l'entrée et à la fois augmenter l'expressivité compétitive. C'est vrai. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas vraiment dire que l'incentive financière pulvérise la stratégie produit. C'est vrai. Voilà, je tempère, je nuance. Néanmoins, mon argument sous-jacent reste le même. Imaginons que League of Legends soit en crise totale. Ben, en termes de stratégie produit, ils vont préférer aller chercher les casus, quitte à niquer l'expérience compétitive. En fait, c'est ça ma thèse. C'est vraiment que le développement d'un produit, il est fonction du mode de production dans lequel il est fait. C'est-à-dire que dans un capitalisme, un produit va être développé pour faire de la rente. Dans un socialisme, un produit va être développé pour répondre à un besoin, en fonction de toutes les parties prenantes. Pour sortir des merdes. Je vois pas comment LoL Next va être lancé avec les milliers de skins qui existent. Bah c'est tout le souci qu'ils ont. C'est qu'en fait, il y a trop de persos et trop de skins. Donc si tu dois mettre à jour le jeu, c'est compliqué. Jouer à LoL sur console, c'est pas si loin du ZQSD en vrai. Oui, mais faut voir comment... Ouais, faut voir quand même. Faut voir. Donc, de toute évidence, je pense qu'il va y avoir un truc sur le client, mais bon, ça, c'est évident. Le client, n'allez pas trop loin, il va beaucoup ressembler à celui de Valorant. C'est relativement évident. Et voilà, mais si c'est que le client qui change, c'est pas ça qui attire des nouveaux joueurs. Tu peux pas me dire, on parle de LoL Next, il se passe un truc, si c'est que le client qui change, les gars. Ça paraît... Voilà. Alors que sur mobile, tu peux tout à fait. Non, mais c'est ça qui est fou. En fait, Wild Rift, c'est le... En fait, c'est ça qui est dingue. Wild Rift est le rêve de tout joueur de LoL, en fait. En vrai de vrai. Je vous parle pas du gameplay et tout, hein. LoL rêve d'être Wild Rift. Wild Rift est ce que LoL devrait être, exactement, pour le coup. C'est vraiment, vraiment ça. Mais là où LoL ont merdé, c'est qu'ils continuent à coder sur une base foreuse et qu'il y avait trop de content pour recommencer. Vache à lait. Simplement. Ils ont milqué le truc. Après, ça fait quoi, 15 ans que ça dure, donc ils ont raison, mais je vous rappelle quand même que j'ai plus connu le jeu en bêta qu'en non. Là, Arthur, il le dit d'une façon assez cynique, mais il a raison. Quand Riot, ils ont commencé le développement de League of Legends, ils n'avaient pas les mêmes moyens. Donc ils ont une base de code qui est atroce. C'est une blague dans la communauté, c'est un truc super connu. Et par contre, ils nous ont gâtés au fur et à mesure des années. Riot, ils ont vraiment travaillé pour rendre meilleure l'expérience de jeu. Ils ont créé des nouvelles maps, des nouveaux graphismes, des nouveaux champions. Ils se sont vraiment donnés là-dessus. On ne peut pas leur reprocher d'avoir sous-investi dans leur jeu. C'est pas vrai. Voilà.
Par contre, ils ont construit sur une base qui est fragile. Et ça leur a coûté très très cher tout du long de leur croissance. Euh, en tant qu'informaticien, je le vois, hein, que quand tu construis sur une base de code atroce, mais tu travailles 2 fois plus lentement, c'est une purge, donc ta développeur expérience elle est à chier, donc tes coûts ils explosent comme ça parce que tout arrive plus tard, c'est une catastrophe. Euh, et on a parlé du fait qu'il y avait des produits largement bénéficiaires qui financent des produits investissement. C'est le cas avec Wild Rift. Il a raison quand il dit que Wild Rift, c'est ce que les joueurs de LoL voudraient que LoL soit. Wild Rift a bénéficié d'un tas d'expériences. Wild Rift, c'est la version mobile de League of Legends, une version plus casual. Quoique toujours compétitif, mais du coup sur un autre support, qui est beaucoup plus présent en Asie. Et ouais, Wild Rift est extrêmement bien codé. Wild Rift, ils ont des mises à jour de fou. Wild Rift, c'est vraiment ce que LoL voudrait être. Pourquoi? Parce que Riot, ils ont pu, grâce à un meilleur capital, grâce à plus de connaissances, grâce aux itérations sur League of Legends, ils ont pu développer un produit de meilleure qualité. Et c'est là où c'est dommage, c'est que, à cause de l'impératif de rentabilité, Riot, ils ont été obligés de surinvestir les changements sur League of Legends. Et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, oui, le jeu, ils nous ont gâtés, il a été surinvesti, mais jamais ces fondations n'ont été vraiment retravaillées de fond en comble pour en faire un produit durable dans le temps. Parce que, objectif financier, parce que le capitalisme, ça paraît être un réductionnisme, mais en fait, c'est vrai. Dans une société autre, socialiste, je fais que le répéter, mais dans une société socialiste, c'est le travail qui compte. Et c'est le produit qui compte. League of Legends aurait compté plus que sa rentabilité. Et du coup, on aurait pu allouer le travail nécessaire au refactoring de son code pour avoir un produit plus clean. Et peut-être des itérations plus ambitieuses sur les systèmes de jeu, des itérations plus rapides sur le développement de nouvelles saisons. Mais bon, ça n'est pas advenu, et là... Mais après, là, ils font l'initiative LOL Next, et ça a l'air d'être ça. Donc, à voir dans le futur. Bêta. Ok, nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce React, j'espère qu'il vous aura intéressé, ça aurait été super cool. Je vous enjoins à aller suivre le stream de Arthur Perticose. Alors moi je suis pas trop stream, mais de temps en temps je regarde des best-of de lui, des trucs qu'il a à dire. Super intéressant comme gars, expérience d'entrepreneur hyper inspirante en fait. Et surtout il donne des insights, des informations sur le monde de l'e-sport, de League of Legends, de Riot Games qui moi m'intéressent, hein, c'est un jeu auquel j'ai joué. Et en plus, ouais, Arthur, ça a l'air d'être un gars super honnête. Il a pas juste fait le capitaliste libéral forcené, il a parlé des interactions, de comment c'est complexe. Donc ouais, c'est super intéressant. Et quant à vous les regardeurs, j'espère que les arguments que je vous aurai donnés vous auront intéressé. Voilà, la discussion était plus longue que ce que je pensais, ça fait plus d'1h15 que je suis à ce React. J'avais pris des notes, mais en fait je m'en suis un peu séparé, j'ai raconté beaucoup plus de choses, c'était beaucoup plus freestyle. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là, La Caverne du Noumen, au Noumen tout court. N'hésitez pas à liker, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour soit un autre React, soit une vidéo principale.